Monsieur les deux intervenants qui sont à Bruxelles. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence présentielle et sur les réseaux qui se sont associés au Consulat général du Portugal à Bordeaux dans l'organisation de cette conférence. L'Europe partagée, qui s'inscrit dans les commémorations de la fête de l'Europe, ici à Bordeaux, et signale aussi la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne. Le concept de cette conférence était bien l'idée d'une Europe partagée, commune à nous tous, dans ses différentes dimensions. Une Europe qui constitue le fondement de notre développement et de notre stabilité, mais qui doit être aussi disponible à écouter les préoccupations et aspirations qui existent pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional, local, voire au niveau de tous les citoyens européens. Aujourd'hui, on aura des témoins de M. Pierre Urmic, maire de Bordeaux, et M. Jean-Luc Lez, président du conseil départemental de Gironde, à qui je remercie vivement d'avoir accepté notre défi, qui nous donneront précisément cette dimension territoriale de proximité aux citoyens, au niveau local et régional, et à l'engagement et le compromis qui doit exister de la part de nous tous pour qu'on puisse bâtir ensemble une union plus proche de ses citoyens, réussite à maintenir la paix et stabilité et à assurer une croissance socio-économique au bénéfice de nous tous. Et on aura aussi l'opportunité d'avoir avec nous deux politiciens portugais, une députée au Parlement européen, Mme Margarida Marques, l'autre député à l'Assemblée portugaise, M. Carlos Gonçalves, à qui je profite aussi pour remercier de leur disponibilité pour partager avec nous leur vision pour l'avenir de l'Europe. La participation du Consulat général dans cette fête de l'Europe de Bordeaux, traditionnellement organisée par nos partenaires de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, assume cette année une importance accrue due à la présidence portugaise. Et je voudrais aussi remercier la MEVA pour ce focus spécial sur le Portugal qui nous a permis de réaliser ensemble diverses manifestations, notamment la célébration de la Journée mondiale de la langue portugaise ou le déjeuner portugais qui a été servi à 34 500 élèves de primaire en toutes les écoles de la métropole de Bordeaux. Le Portugal assume pour la 4e fois la présidence. Et à chaque fois, on a essayé de marquer le débat et d'influencer positivement le processus de construction européenne. Il faut rappeler qu'en 1992, le traité qui a établi l'Union européenne a été signé pendant la première présidence portugaise. La suivante, en 2000, a lancé la stratégie de Lisbonne pour l'économie de la connaissance et la croissance durable. Finalement, en 2007, il nous fallait relancer l'UE après l'échec de la Convention. Et l'actuel traité de Lisbonne a finalement vu le jour après des longues discussions modérées par la présidence portugaise. Au long des dernières années, on a vu une croissance progressive de sentiments anti-eurosceptiques dans quelques-uns de nos membres, alimenté surtout par un scepticisme de la part des peuples, des gens normaux, qui regardent Bruxelles et Francfort, où se trouve la Banque centrale européenne, de plus en plus comme des entités bureaucratiques déconnectées des personnes, avec plus de préoccupations financières que sociales. Alors le Portugal s'est dit que la priorité de sa présidence devrait être le social, de remettre les personnes au centre du projet européen et de relancer ce principe qui est aujourd'hui un peu oublié de la solidarité entre les États membres pour que l'Europe puisse être cet espace de croissance commune ayant comme objectif central le développement socio-économique de ses citoyens. Voici les objectifs du premier sommet social de l'Union européenne qui s'est tenu à Porto au début du mois de mai. Il est essentiel de renforcer la résilience de l'Europe et la confiance des citoyens dans le modèle social européen, en favorisant une union reposant sur les valeurs communes de solidarité, de convergence et de cohésion. Une union capable d'agir de manière coordonnée pour sortir de la crise. On a finalement un nouveau cadre financier pluriannuel, approuvé toujours pendant la présidence de l'Allemagne, et on prépare la facilité pour la reprise et la résilience, essentielle pour sortir de la crise provoquée par la pandémie et pour poser les bases pour une croissance durable et pour la création d'emplois. Pour réussir dans ces objectifs,
Il faut placer l'Union en tête de l'action pour le climat, augmenter la capacité d'adaptation aux effets de changement climatique et faciliter la transition vers une économie compétitive et neutre en carbone et stimuler la croissance durable, l'économie circulaire, les économies vertes et bleues, notamment en protégeant nos océans, ainsi que l'innovation et la sécurité énergétique. Il nous faut donc approuver la première loi européenne sur le climat pour faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050 et garantir l'engagement commun de réduire d'au moins 55% par rapport à 90 les émissions de CO2 d'ici à 2030. Il nous faut un pacte vert pour l'Europe en vue d'une reprise économique durable et c'est bien une des priorités de notre présidence, très cohérent avec la stratégie de Lisbonne de 2000. Finalement, on a aussi comme objectif d'accélérer la transition numérique et favoriser des nouvelles solutions et stratégies numériques pour la transition verte dans les domaines de la santé, de la recherche, de l'innovation, de la propriété industrielle, de la justice et de la mobilité. L'Europe doit rester à l'avant-garde de la recherche, de la science et des nouvelles technologies. C'est la seule façon de se maintenir compétitif, d'assurer la qualité de vie de ses citoyens et de s'affirmer dans un monde à chaque jour plus complexe. Bref, voilà l'explication de la devise de la présidence portugaise, le temps d'agir pour une reprise juste, verte et numérique. Je vous remercie encore une fois et j'espère que cette initiative du Consulat général du Portugal sert à vous donner de nouveaux espoirs sur notre futur en commun au sein de notre Europe. Je laisse la parole à nos invités. D'abord, Monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, et après Monsieur Jean-Luc Lez, président du conseil départemental de la Gironde, que pour des raisons d'agenda ont dû enregistrer leur contribution à ce débat. Merci. Madame la députée européenne Margarida Marques, Monsieur le député du Portugal Carlos Gonçalves, Monsieur le consul général du Portugal à Bordeaux, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, Monsieur le consul, vous adresser mes plus vifs remerciements. Sans votre soutien, votre aide et vos propositions, nous n'aurions pu donner à la fête de l'Europe tout le retentissement affiché aujourd'hui. Et pour cause, cette année 2021 n'est pas une année comme les autres pour l'Europe, pour la France, pour nous tous. Tant la crise sanitaire a bouleversé nos sociétés et nous a obligés à nous adapter pour protéger nos concitoyens et préserver notre économie et même notre vivre ensemble. Je voudrais ensuite chaleureusement saluer la présence de Madame Margarida Marques, députée au Parlement européen, ancienne ministre déléguée aux affaires européennes du Portugal, et vous dire combien Bordeaux est honoré de vous accueillir, puisque vous représentez l'ensemble des partenaires européens de notre ville et des 27 pays qui composent aujourd'hui l'Union européenne. Ce faisant, de par votre engagement et votre dévouement pour l'Europe, vous apportez la démonstration concrète que cet esprit européen que nous voulons à Bordeaux promouvoir et faire vivre au quotidien. L'Europe, pour vivre, a besoin de symboles forts. La fête de l'Europe en est désormais un. Cette fête, instituée le 9 mai, nous rappelle opportunément que l'Europe est à la fois un héritage et un projet. Votre réflexion portant sur l'Europe partagée, vision pour l'avenir de l'Union européenne, me donne l'occasion d'abord de rappeler les valeurs sociales et démocratiques de l'Europe. Mais aussi me permet d'aborder deux défis majeurs pour l'Europe. Le premier, c'est le défi du changement climatique. En 2018, l'Europe émet près de 9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, au moment où les États-Unis en émettent 14%. Nous devons collectivement, au niveau européen, avoir une ambition forte dans la lutte contre le changement climatique. Il nous faut résoudre des questions comme celle des réductions de CO2 entre les différents États membres et les secteurs économiques, discuter des objectifs de promotion des énergies renouvelables avec une compétitivité qui doit rester forte
au niveau international. Le deuxième défi est celui de l'économie dans un monde globalisé. L'Europe, son modèle et son économie doivent peser sur la mondialisation. Nous devons nous interroger, compte tenu des progrès que nous avons faits avec le traité de Lisbonne en matière institutionnelle, pour voir comment l'Europe peut être plus présente dans les institutions multilatérales et parler d'une seule voix. Dans ce contexte que j'évoquais de crise sanitaire, la proposition de la Commission européenne d'un plan de relance est un bel exemple d'unité. Je ne saurais terminer sans saluer deux initiatives emblématiques de la présidence portugaise de l'Europe. D'abord, l'accord autour du pacte vert européen, un Green New Deal qui n'est pas une fin en soi, mais une étape décisive pour atteindre nos objectifs climatiques en 2030 et la neutralité carbone en 2050, et réussir la transition énergétique vers un modèle 100% durable. Le lancement de la conférence pour l'avenir de l'Europe, qui doit, de mon point de vue, non seulement être le début d'une Europe plus participative, mais aussi d'une Europe plus décentralisée. À Bordeaux, nous serons au rendez-vous et nous proposerons notamment une semaine sur le futur de l'Europe en octobre 2021, où seront réunis associations, étudiants et étudiantes, chercheurs et chercheuses, représentants politiques, citoyennes et citoyens de tout le territoire métropolitain pour échanger, débattre, notamment autour de trois thématiques: citoyenneté, écologie, économie européenne. Je ne saurais enfin terminer sans saluer chaleureusement la présence de M. Carlos Gonçalves, député du Portugal, et sans rappeler la vitalité du jumelage entre Bordeaux et Porto, jumelage qui existe depuis 1978. Nous avons une coopération très riche sur le plan culturel, gastronomique, viticole bien sûr, tout particulièrement, mais aussi universitaire. Et nous aurons l'occasion de faire rayonner cette coopération à l'occasion de la saison croisée France-Portugal 2022. À Bordeaux, nous préparons déjà cet événement aux côtés de notre diaspora portugaise, en lien avec la ville de Porto, mais aussi avec la ville de Paris et d'autres communes de France. Ce sera une grande célébration de tout ce que nous partageons à travers nos vins, nos musiciens, nos photographes, nos danseurs, avec nos jeunes au premier plan, mais aussi au travers de notre mémoire commune, qu'incarne si remarquablement la figure d'Aristide de Sousa Mendes, auquel la ville de Bordeaux particulièrement attachée, compte tenu de ce qu'il a fait pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Je sais que le Portugal s'apprête à l'honorer comme il se doit cette année. Bordeaux sera content d'être associé à cette commémoration du rôle remarquable qu'a pu jouer durant la Deuxième Guerre mondiale Aristide de Sousa Mendes. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite un excellent débat. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je souhaiterais remercier chaleureusement Monsieur Mario Gomes, consul général du Portugal à Bordeaux, de son invitation à exprimer ma vision de l'avenir de l'Union européenne. Cette institution qui peut parfois paraître éloignée pour nos concitoyens, pourtant nous la vivons tous les jours. En tant que président du département, je peux vous dire combien l'Europe finance des actions concrètes dans toute la Gironde. Si la crise sanitaire qui nous a toutes et tous touchés nous a montré l'utilité des institutions européennes, c'est aussi l'occasion de nous questionner sur l'avenir de ces institutions. L'Union européenne, comme toute organisation de cette ampleur, n'est bien sûr pas parfaite. Le fonctionnement de ces institutions peut et doit être amélioré. C'est l'objectif de votre conférence d'aujourd'hui. Et vos deux orateurs, Madame Margarida Marquez et Monsieur Carlos Goncalves, nous apporteront des éléments de réponse. Voici pour ma part quelques réflexions que je souhaite partager avec vous. Notre avenir d'abord passera par une Europe plus solidaire. Une Europe plus solidaire notamment pour l'accueil des migrants. Une Europe plus solidaire aussi pour lutter contre la pauvreté et soutenir les plus fragiles. Une Europe qui favorise l'accès aux droits.
En réponse à la crise sanitaire, l'Europe a su être très réactive et se mobiliser très rapidement via deux principaux volets. Tout d'abord, le Coronavirus Response Investment Initiative. Le département de la Gironde s'en saisit notamment pour financer des actions en soutien aux acteurs de la culture et des achats de protection individuelle. Ensuite, le plan de relance européen. Une mobilisation historique des 27 États pour soutenir des actions en réponse directe à la crise. Le département de la Gironde va s'en saisir via React EU pour accompagner des projets de solidarité. D'abord, l'achat d'outils numériques pour lutter contre le décrochage scolaire des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ensuite, des actions de rénovation énergétique des établissements de santé. Le Vaccibus départemental qui a circulé dans toute la Gironde pour diffuser les vaccinations ou des actions de soutien au secteur du tourisme et de la culture. Autre volet, la santé. Si la question de la santé reste du ressort des États membres, les initiatives prises au niveau européen prouvent l'intérêt de les aborder à cette échelle, comme l'illustre justement l'achat des vaccins. Deuxième volet, notre avenir passera par une Europe plus résiliente. Nous subissons chaque année les conséquences du changement climatique. Les États seuls ne pourront répondre efficacement à cette crise. Nous avons besoin de l'Europe pour agir ensemble. Le Green Deal est une occasion unique pour l'Europe de transformer les défis climatiques et environnementaux en chance à saisir. C'est également l'occasion de garantir une transition juste et inclusive pour tous, de garantir un partage des ressources naturelles. Cette feuille de route va irriguer toutes les politiques européennes jusque dans ces territoires. Les fonds européens financeront ainsi des actions concrètes au plus proche des citoyens, la mobilité durable, la rénovation énergétique des bâtiments publics, la production d'énergie renouvelable, pour ne citer que quelques exemples. Le département, à travers des actions financées par l'Union européenne, agit en ce sens. Citons le projet MAC-Eau qui a permis de travailler sur la consommation de la ressource en eau et la protection des nappes profondes. Ou encore le projet Basa Jaune qui permet de tester sur le collège du Pian-Médoc des innovations techniques de construction bois en lien avec une gestion durable des forêts de pins maritimes. Une Europe partagée, c'est aussi une Europe qui partage ses ressources alimentaires, une Europe qui doit prendre soin de ses agriculteurs pour la qualité de leur production et les aider à faire face aux crises, notamment climatiques. Troisième point, notre avenir passera par une Europe plus proche des citoyennes, des citoyens, des territoires. La notion de citoyenneté européenne. Qu'est-ce qu'être citoyen d'Europe en 2021 ? Quelle vision les jeunes ont-ils de l'Europe ? Le département de la Gironde s'est saisi depuis longtemps de cette question, par exemple au travers du concours Citoyenneté européenne, en partenariat avec France Liberté depuis 18 ans, dans les collèges girondins. Sur la programmation 2021-2027, la Commission européenne a proposé que les territoires gèrent eux-mêmes des enveloppes de fonds européens FEDER pour accompagner les projets de développement au plus près du terrain. La région Nouvelle-Aquitaine va ainsi contractualiser directement avec eux, territoires ruraux et agglomérations, au titre de l'objectif stratégique 5 du programme régional FEDER-FSE, Une Europe plus proche des citoyens, et du programme LEADER. Le département de la Gironde sera en appui des territoires pour les accompagnements, notamment pour aider à l'ingénierie de projets européens. Enfin, une Europe plus proche des territoires, c'est pour moi sortir des politiques descendantes pour partir des expérimentations qui fonctionnent sur le terrain et les généraliser. À l'image de D2C, pourquoi ne pas reproduire au Portugal, en Grèce ou ailleurs, cette action qui met en lien les besoins des entreprises avec l'insertion. La force de l'Europe, c'est de pouvoir agir à la fois sur le local et le global. C'est à ces deux niveaux que nous devons relever les défis qui se présentent à nous. C'est de cette Europe de l'innovation qui accompagne les expérimentations locales dont nous avons besoin. Après ces quelques mots, il ne me reste qu'à vous remercier une nouvelle fois de cette invitation et à vous souhaiter des échanges fructueux pour penser ensemble l'avenir de notre bien commun qu'est l'Europe. Donc, je commencerai pour saluer bien sûr Monsieur le Consul général du Portugal à Bordeaux pour cette initiative, une magnifique initiative. Saluer bien sûr Monsieur le maire, Monsieur le président du Conseil général, ma collègue, ex-collègue et aujourd'hui parlementaire européenne Margarida Marques, ancienne ministre déléguée aux affaires européennes et une des personnes qui connaît mieux les questions européennes au Portugal. C'est toujours un honneur et un privilège de partager des moments de débat avec elle. Et tous ceux qui suivent cette conférence, surtout le Luso Journal, le journal en langue portugaise de France. Et donc, c'est un moment toujours important de fêter ce qu'on peut dire. Le premier objectif d'initiative, c'est fêter l'Europe. Il y en a bien des raisons de célébrer ce jour de l'Europe, et surtout ce projet politique
qui nous a amené la paix, la prospérité et ainsi à améliorer nos vies. Le deuxième objectif de cette initiative, c'est l'avenir de l'Europe. C'est un thème très important en ce moment à cœur de la conférence qui est en train d'être organisée. Un thème ambitieux, mais un thème qui, face à la période d'incertitude que nous vivons, est aussi un grand défi, un défi bien sûr que nous tous devons relever. Le troisième objectif de l'initiative, c'est aussi débattre sur l'Europe. À un moment où mon pays, le Portugal, assume la présidence de l'Union européenne dans un moment critique de l'histoire récente du projet communautaire. Nous vivons un moment sans précédent. Nous avons vécu en 2020 et nous vivons encore des événements extraordinaires qui ont eu des conséquences dans nos sociétés, dans nos vies et qui ont changé aussi certaines de nos priorités. La présidence portugaise s'avérait déjà ambitieuse, mais bien sûr, il va falloir jusqu'à la fin de juin de tenir compte des conséquences de cette pandémie et de l'incertitude qu'elle gère au quotidien et pour l'avenir. Devant faire face à des multiples urgences, les États et l'Union ont dû prendre des mesures pour atténuer les effets de la crise. Mais après ces réponses, bien sûr des réponses réactives, les priorités aujourd'hui sont bien sûr le redressement économique et bien sûr la sortie de la crise. Ainsi, cette présidence est bien marquée par les différentes réponses à la pandémie. Le succès de la vaccination et la reprise économique sont deux éléments essentiels de cette réponse et qui marquent, comme je l'ai déjà dit, cette présidence. Sont aussi celles qui, en ce moment, sont comprises de façon immédiate par nos concitoyens. Donc, une présidence qui, malgré l'incertitude, a défini 3 priorités pour une Europe résiliente. Favoriser la relance européenne appuyée par la transition climatique et numérique, instaurer le socle européen des droits sociaux en tant qu'élément essentiel pour mener à bien une transition climatique et numérique juste et inclusive, et renforcer l'autonomie stratégique d'une Europe ouverte au monde. J'en parlerai un peu plus tard. Mais dans cette période d'incertitude sur l'avenir que l'Union européenne est en train de débattre, son avenir pour la prochaine décennie. Une Europe qui, par le passé, a su surpasser plusieurs crises, même si le modèle européen n'avait jamais été si mis en cause comme maintenant avec la pandémie. L'Union européenne a le devoir de démontrer sa capacité à donner des réponses concrètes aux préoccupations, mais aussi à l'ambition de ses citoyens. Les politiques européennes doivent apporter des solutions inclusives pour définir son avenir. C'est ça aussi l'objectif de la conférence sur l'avenir de l'Europe que Monsieur le maire de Bordeaux a déjà cité. Je trouve que c'est une bonne initiative. Une initiative qui prévoit la participation citoyenne que certains voient, et moi aussi j'ai cette opinion, comme le meilleur moment de sauver la démocratie et de faire face au populisme. J'ai eu l'occasion de participer à divers événements lors des consultations citoyennes de 2018. Des événements qui ont été réalisés pour tout le territoire portugais, même dans notre Parlement, et qui ont même amené à Lisbonne le président de la République française, Emmanuel Macron. Ces consultations citoyennes ont démontré le désir des populations, surtout les jeunes, de participer à un dialogue avec les représentants politiques, soit sur le plan national, soit sur le plan européen. Des consultations qui ont permis de percevoir les critiques envers l'Union européenne et même si parfois on a pu sentir une certaine frustration, on a aussi remarqué, et ça me paraît très important, qu'il n'y a pas de rejet du projet européen. Sur les consultations qui ont lieu au Portugal, je me permets de souligner que le fait que beaucoup de participants ont exprimé aussi sa frustration de voir les bonnes nouvelles souvent associées au gouvernement et souvent les mauvaises nouvelles associées à l'Union européenne. Ça se passe au Portugal, il se passe partout en Europe. Et aussi, on a pu constater que les questions de l'écologie, le changement climatique, la solidarité, les questions sociales venaient en tête des préoccupations. On a pu aussi constater une inquiétude sur l'avènement de mouvements populistes au sein de l'Union européenne. Les réponses à cette consultation ont permis de comprendre que les préoccupations de nos populations et surtout des jeunes qui ont là un niveau de participation au niveau des réponses très élevé. Les thèmes comme l'écologie et en relation bien sûr avec les énergies
renouvelables, quelqu'un tout à l'heure abordait, l'offre des services de santé, l'éducation, les politiques pour les jeunes, les questions de solidarité, les questions d'immigration et aussi, il faut dire, la transparence dans la vie publique et politique ont été désignés par les Portugais comme des thèmes prioritaires à traiter. Les citoyens européens ont besoin de récupérer la confiance. Il y a notre devoir de définir un cap pour les futures politiques de l'Union européenne. Un débat qui doit impliquer les citoyens, mais à mon opinion aussi les collectivités locales. Il faut essayer de rapprocher l'Europe, sa population, et ces consultations citoyennes ont été importantes et avec la nouvelle conférence et nouvelles mesures, elles vont aussi être importantes. Souvent, les institutions européennes sont accusées d'être déconnectées des préoccupations de la population. Pour ça, il faut bien sûr impliquer le citoyen, l'inviter à avoir un rôle actif. C'est, à mon opinion, le chemin à emprunter. Et la conférence sur l'avenir de l'Europe est un bon chemin que nous devons emprunter, mais un parcours que nous devons parcourir ensemble. L'Union européenne doit avoir la capacité de répondre à l'ambition de ses citoyens. Comme je l'ai souligné auparavant, les politiques européennes doivent apporter des solutions inclusives et on doit l'objectif de concrétiser la transition écologique et digitale déjà citée, renforcer la résilience européenne, son contrat social et doit aussi bien sûr garantir la compétitivité de son industrie. L'Union européenne doit avoir comme priorité aussi la lutte contre les inégalités et s'assurer que son économie est juste et durable, innovatrice et compétitive. Un thème très important, la défense des valeurs fondamentales, l'état de droit, la démocratie, sont aujourd'hui aussi une grande priorité. L'investissement dans l'innovation. Et pour revenir à la présidence portugaise, elle a dû faire, comme je l'ai dit, la gestion de la crise en conséquence de la pandémie. Mais une attention particulière au secteur économique plus touché. Et pour le Portugal, un des secteurs plus touchés, aussi dans votre Gironde, ça doit être un peu pareil, le tourisme et la nécessité d'avoir une relance du tourisme. C'est pour ça que les nouvelles qui nous arrivent du certificat digital du Covid sont très importantes pour ce secteur et sont très importantes pour nos économies. Les questions sociales, et là je reviens au sommet de Porto, un moment très important de cette présidence qui avait comme objectif de définir les orientations de l'Union européenne en politique sociale. Un sommet qui avait comme objectif promouvoir la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, l'adaptation des compétences aux besoins présents et aux besoins futurs, le renforcement de la protection sociale et la lutte contre la pauvreté. Un sommet qui a permis d'adopter une déclaration qui définit ces objectifs et qui est un compromis ambitieux. Cependant, ce sommet qui s'est déjà déroulé d'une certaine normalité a permis de traiter de sujets au-delà de la pandémie, comme les questions de l'action pour le climat et aussi les questions internationales. Et les questions internationales sont importantes. Moi-même, je suis vice-président de la Commission des Affaires étrangères et ça, c'est un thème que l'Europe doit avoir beaucoup attention. Elle doit développer le multilatéralisme efficace avec un positionnement stratégique de l'Union européenne comme acteur global. Développer aussi le rôle de l'Union européenne dans le système du commerce international. Et l'autre jour, je parlais avec mes collègues parlementaires, un thème qui fait un peu polémique, c'est la question de l'accord avec les pays de l'Amérique latine, surtout l'accord avec le Mercosur. C'est un accord important dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine géopolitique, qui cause polémique, c'est vrai, comme l'a succédé aussi avec le Canada. Et c'est un thème que je considère très important, en plus pour un pays comme le Portugal, qui a des relations privilégiées avec l'Amérique du Sud. On avait l'intention, notre présidence, d'organiser le sommet Europe-Afrique, un thème très important des relations avec les pays du Sud de la Méditerranée. Développer, bien sûr, le dialogue avec la nouvelle administration américaine. Et quand on parle du climat, c'est un thème que peut insérer dans ces relations. Et aussi les relations transatlantiques. N'oubliez pas que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Et donc, l'Europe, elle s'est tournée un peu plus vers l'Est. Et dans les relations atlantiques, le Portugal, et là, la région de Gironde avec la France, on doit travailler cette question parce qu'elle est très, très importante et le Portugal peut aussi là jouer un rôle important. Et quand on parle du Royaume-Uni, du Brexit,
je voulais dire, je ne vais pas m'allonger sur cette question, mais une question positive que je dois en tirer de cette négociation, c'est le fait que l'Europe a été unie et qu'il y avait un seul négociateur, du fait en français, M. Barnier. Et ça, c'est très important parce que souvent, on se divise trop quand on défend l'Europe dans le monde, dans les relations internationales. Il fallait qu'on trouve le moyen d'avoir cette unité pour d'autres thèmes. Parler de la sécurité maritime qui est fondamentale aussi pour le Portugal et bien sûr la question d'immigration, le pacte d'immigration en termes d'une énorme importance et qui doit être une des grandes priorités de l'Europe pour l'avenir proche et pour l'avenir tout court. Je terminerai avec deux notes. La première, parce que quelqu'un l'a abordé aussi, la citoyenneté européenne. Moi, je dis que les Portugais qui comprennent mieux cette citoyenneté, c'est ceux qui vivent à l'étranger. Ceux de France, par exemple. Il faut savoir que dès que le Portugal a rentré dans l'Union européenne, les Portugais de France ont commencé à créer ses propres entreprises. Et aujourd'hui, on a un réseau dynamique qui sait entreprendre, à peu près plus de 40 000 d'entreprises portugaises en France. Mais pour les droits politiques, la citoyenneté européenne a permis aux Portugais de France de pouvoir voter. Et c'est un honneur pour moi d'être membre d'une communauté aussi qui a plus de 8 000 élus dans les municipalités françaises, 4 parlementaires à l'Assemblée nationale, plus de 100 candidats aux prochaines régionales du mois de juin. Et ça, c'est dû aussi à cette Europe qui a permis à ces Portugais, en plus bien sûr de l'accueil, du très bon accueil français, d'avoir des droits importants aussi sur le plan politique. Et comme M. le maire l'a souligné, il a parlé de l'exemple du jumelage entre Bordeaux et Porto. Et ça, c'est aussi très important. Les relations diplomatiques, elles restent souvent au niveau des capitales. Il y a des jumelages qui montrent qu'on peut avoir une diplomatie municipale. S'engager sur des dossiers, souvent avec l'Europe, sur des matières, pourquoi pas, des questions d'écologie. Et là, Porto et Bordeaux sont un bon exemple de ce qui peut être un jumelage qui peut non seulement améliorer les relations bilatérales, mais qui peuvent aussi contribuer pour l'Europe. Parce qu'il faut qu'on se connaisse mieux. Il faut que les populations, les territoires d'un pays et de l'autre puissent se connaître. L'Europe, elle se construit comme ça. Je terminerai pour féliciter encore une fois M. le Consul pour cette initiative et dire que le Bordeaux, c'est un bon exemple des relations avec le Portugal et nous sommes bien sûr ouverts, pourquoi pas, à ceux qui participent à cette conférence d'un jour, nous pouvons nous recevoir au Parlement portugais. Encore une fois, merci et tout à l'heure, je dois vous quitter parce qu'on est en plein de travaux parlementaires et j'ai interrompu ma participation pour être avec vous pour cette belle initiative. Merci. D'abord aussi, je voulais féliciter le consul général portugais d'avoir organisé cette initiative. Donc, je le connais depuis longtemps. Je connais bien son travail dans d'autres institutions et donc je comprends bien comment il a eu cette initiative d'organiser et pourquoi d'organiser cette conférence. Et organiser cette conférence dans un moment où le Portugal assume la présidence de l'Union européenne. D'ailleurs, j'imagine que vous n'êtes pas au courant, mais si vous regardez, Monsieur le Consul général, vous pouvez bien voir qu'il commémore la présidence portugaise de l'Union européenne. Et j'aimerais aussi féliciter mon ex-collègue Carlos Gonçalves et aussi Monsieur le maire. Merci pour vos mots. Je pense qu'effectivement, vous avez bien mis l'accent sur l'intérêt et l'importance des régions, des municipalités dans l'Union européenne. Moi-même, j'ai un podcast que je fais sortir toutes les semaines et vendredi dernier, j'ai fait un podcast sur une élue à la mairie de Lisbonne qui est chargée de la culture, justement pour débattre l'Europe, les implications de cette crise au niveau des municipalités, l'impact auprès de la culture, du secteur de la culture, des initiatives culturelles, des groupes culturels. Et c'est un débat qui m'intéresse beaucoup. Et donc, c'est pourquoi ce que j'ai pu entendre de votre présentation, j'ai trouvé que c'est vraiment très intéressant et ce débat doit se faire. Je pense que nous sommes tous d'accord que l'Europe doit être plus proche des citoyens, doit être plus solidaire, doit être plus mobilisée pour assurer, pour développer la cohésion
et surtout être impliqués dans le développement socio-économique. Mais nous voulons des sociétés qui soient des sociétés égalitaires, c'est-à-dire des sociétés où tous les citoyens ont accès aux mêmes droits. Les droits existants sont des droits pour tous les citoyens et aussi des sociétés qui respectent l'environnement et qui soient impliquées pour atteindre les objectifs du traité de l'accord de Paris. Et donc, je pense que c'est ici, dans ce contexte de préoccupation, que l'Union européenne peut ancrer ses priorités. Et donc, je commence par la première priorité. Et la première priorité de l'Union européenne aujourd'hui, c'est s'en sortir de la crise. Et quand je dis donner une réponse à la crise, je veux dire donner une réponse à la crise du point de vue de la santé, de la protection des citoyens, du processus de vaccination, mais aussi de se préparer pour des futures situations pareilles, notamment investir davantage ensemble avec tous les États membres, les institutions de recherche, investir dans la recherche dans le domaine de la santé, ainsi que, je ne m'appelle pas du mot en français, de stockpile, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un stock de médicaments qui puisse effectivement être utilisé dans des moments de crise comme nous avons vécu aujourd'hui. Donc, pour la réponse à la crise, la première dimension, c'est la santé. La deuxième dimension, c'est la récupération économique. Donc, toutes les économies européennes ont été confrontées par cette crise. Bien évidemment, il y a un impact dans toutes les économies, mais cette fois-ci, l'Union européenne a réussi à donner une réponse ensemble qui puisse effectivement répondre aux enjeux européens. Et pour la première fois, l'Union européenne va au marché financier pour créer un fonds qui après sera distribué par tous les États membres pour que les États membres soient en mesure du renouvellement de la relance économique. Et ça, c'est très important. Mais ce n'est pas une relance économique pour faire exactement ce qu'on faisait avant. Il faut inclure dans cette relance économique les priorités qui sont les priorités de l'Union européenne. Et je parle du social, je parle du climat, je parle de la transition digitale, je parle de ces domaines où l'Union européenne doit agir. Parce que nous parlons très facilement de la transition digitale. C'est un défi pour les entreprises, c'est un défi pour les citoyens. Nous ne pouvons pas créer des conditions pour avoir de nouvelles inégalités. Parce que nous ne pouvons pas créer des nouvelles inégalités générationnelles, des générations, des jeunes qui dominent très bien le digital, des moins jeunes qui n'ont pas les mêmes compétences. Donc, il faut agir pour promouvoir des compétences auprès des citoyens. Mais aussi, il faut que les entreprises puissent bénéficier des soutiens pour faire cette transition digitale et les plans de relance, le fonds européen dont je vous ai parlé, le Next Generation EU, c'est exactement le fonds qui peut soutenir ce défi. J'ai parlé aussi sur la question du climat. Nous connaissons bien, et je ne vais pas les répéter parce que les intervenants précédents l'ont déjà dit, nous avons des grandes ambitions en matière de climat. Nous savons qu'aucun État membre peut agir seul pour répondre aux besoins du climat. Il nous faut effectivement un travail ensemble à l'intérieur de l'Union européenne et entre l'Union européenne et les autres régions du monde pour faire face au changement climatique. Mais je vous ai parlé aussi du défi social. Et le défi social, c'est un défi important parce que nous savons, c'est toujours un défi important bien évidemment, mais nous savons que soit la transition climatique,
soit la transition digitale peuvent créer un impact auprès des citoyens et des divergences sociales. C'est pourquoi il faut agir dans le domaine du social et c'est pourquoi la présidence portugaise a choisi le social comme la priorité des priorités de la présidence portugaise. Et là aussi, il faut agir. Mais nous connaissons bien l'impact de cette crise dans l'Union européenne. Les chaînes de valeur stratégiques, la difficulté que l'Union européenne a eue au début de cette crise, les questions, les réponses que l'Union européenne a données, des réponses nécessaires, comme par exemple les aides d'État aux entreprises. Et donc, il faut remettre le marché intérieur à bien fonctionner dans une condition équitable entre tous les États membres. Et donc, ça sont les défis les plus importants de l'Union européenne. Mais il y a encore un défi que j'aimerais ajouter. Nous avons une nouvelle administration aux États-Unis et nous ne pouvons pas perdre cette opportunité pour relancer une nouvelle agenda globale. Une nouvelle agenda globale et le sommet Union européenne-États-Unis qui aura lieu le 15 juin sera très important. Créer cet agenda global qui puisse respecter le multilatéralisme, les différents piliers, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, et ça dans plusieurs domaines. Bien évidemment, une agenda globale politique, une agenda globale de paix, mais aussi une agenda globale au niveau des relations commerciales et au niveau du climat. Comme j'ai dit avant, la question du climat, des objectifs climat, nous y arriverons seulement si tous les différents piliers, les différentes potences, les différentes régions du monde puissent être ensemble et avec un compromis pour respecter ce qui est notre grand compromis, c'est-à-dire le traité de Paris. Et donc, ça sont les grands défis de l'Union européenne. Mais ces défis sont dans un moment où il y a encore l'impact de la pandémie, mais il y a aussi des perturbations au niveau des valeurs de l'Union européenne. Et c'est pourquoi le respect de la démocratie et l'engagement politique pour respecter et faire respecter les valeurs européennes, c'est aussi une grande priorité pour les États membres, pour l'Union européenne, pour les institutions européennes et le Parlement européen est bien conscient de ces défis. Merci et félicitations encore une fois pour cette initiative. Ouais, je voudrais m'excuser d'abord pour les difficultés techniques. On aura cette transmission sur notre page de Facebook, aussi sur YouTube, en meilleures conditions. Et donc, je vous invite aussi à essayer de revoir cette conférence, cette fois-ci, avec l'image et les qualités qu'elle mérite. Je voudrais remercier Monsieur le maire Pierre Urmic, Monsieur le président du conseil départemental Jean-Luc Gleis et les députés Margarida Marques et Carlos Gonçalves pour les idées, pour les priorités qu'ils nous ont indiquées pour l'Union européenne. Notre projet européen est bien le plus grand défi de notre histoire contemporaine. Et grâce à l'Union européenne, on a la paix, la stabilité, la croissance économique, le développement et un sens commun à tous les pays d'Europe d'appartenance au plus important bloc démocratique de respect des droits de l'homme, de l'état de droit, des libertés individuelles et collectives. Il faut qu'on protège, il faut qu'on s'engage, il faut qu'on contribue à la construction européenne, nous les citoyens, les localités, les régions,
les nations, tous unis pour continuer à bâtir le projet européen parce qu'il y a quand même un long chemin devant nous. Il faut être optimiste. Et je crois que les messages qui nous ont été laissés par nos invités, les députés, le maire, le président du conseil départemental, vont dans ce sens-là, d'une Europe compétitive au niveau international et capable de se faire écouter dans le contexte international. Mais pour le faire, il faut vraiment lancer le changement de mentalité aussi au niveau de l'écologie, d'avoir une économie verte, une économie respectant de l'environnement et promouvoir la transition énergétique et surtout l'économie digitale. Je voudrais remercier une fois en plus à tous qui nous ont accompagnés aussi sur les réseaux sociaux et à nos invités. Merci beaucoup. J'espère que c'était un débat utile à tout le monde. Merci.